Management School, les podcasts de l'After du sport, dans cette belle semaine Behind the Game, ici pour justement une semaine de formation pour les étudiants, une semaine qui leur a permis de, en tout cas, s'immerger dans un projet très intense, intensif également, avec justement la volonté de recevoir du très beau monde, de pouvoir interviewer ces personnes et surtout d'en ressortir grandi. Aujourd'hui, nous avons la chance dans cette 3e édition de Behind the Game de recevoir quelqu'un qui travaille dans la com, un métier qui fait rêver beaucoup de monde ici à l'école, un métier qui est novateur, plus tellement, mais en tout cas qui continue de grandir toujours un peu plus avec des résolutions, avec des révolutions également. J'ai la chance d'avoir en face de moi monsieur David Drahi. David, comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Tout va bien? Ravi d'être avec vous. Ravi, en tout cas, de t'avoir ce matin. On va pouvoir parler, on va pouvoir parler influence, on va pouvoir parler réseaux sociaux, on va mesurer également un peu ensemble à quel point ils sont devenus importants pour les marques, pour les événements. Sans trahir de secret, mais les étudiants ont des pitchs cette année, l'après-midi, et c'est vrai qu'ils pensent tous aux réseaux sociaux. Et au final, ils en sont relativement loin quand même quand on regarde les sommes qui peuvent être allouées avec parfois certaines personnes qui mettent peu d'argent pour des noms énormes ou sinon qui mettent beaucoup d'argent avec peu de volonté. Donc c'est dur de se fixer dans ce métier-là. On va pouvoir y revenir en profondeur et en longueur dans quelques instants. Avant ça, dans cette 3e édition de Behind the Game, les étudiants prennent de plus en plus de place. Et tant mieux pour eux. Et c'est avec plaisir qu'on leur donne. On est avec Noé, qui est avec nous et qui va pouvoir dresser ton portrait pour entamer cette chronique, ce nouveau podcast. Noé, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Et vous? Ravi de t'avoir avec nous. Tout va bien. Je te laisse, David. Il est en face de toi, il est à toi. Je ne peux te dire Merci mieux. Thomas. Aujourd'hui, notre invité a grandi en Normandie avec une balle de basket dans les mains. Il a joué pendant 15 ans et a décidé un jour que le basket, il le vivrait non pas sur un parquet, mais en faisant rayonner la plus grande ligue du monde sur le territoire français. David Drahi, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. David, je veux vous ramener à décembre 2003. Vous êtes étudiant à l'EM Normandie et il se passe quelque chose dans le basket français qui va changer votre vie. Un joueur du Texas fait des ravages en NBA, il s'appelle Tony Parker, il est français. Et autour de lui, la NBA commence à regarder la France avec des yeux émerveillés. C'est à ce moment précis qu'Octagon, l'une des plus grandes agences mondiales de marketing sportif, vous recrute pour un stage, pour travailler sur un tour de streetball NBA en France, parce que Tony Parker a entrouvert la voie, vous avez su y croire et faire le premier pas. Vous le raconterez vous-même, avec cette honnêteté qui vous caractérise, sans le succès de Tony Parker, je n'aurais pas eu de stage chez Octagon, ni travaillé pour la NBA, et qui sait, j'aurais peut-être fini dans un autre secteur ennuyeux, loin de ma passion. Ce stage, c'est votre premier pas dans un monde que vous allez habiter pendant plus de 20 ans. Pas seulement comme professionnel, comme passionné. Après Octagon, vous passez par Community, puis Sport Market, 7 ans, à comprendre, à gérer, à construire un réseau, à comprendre ce que le sport business exige vraiment. Et en 2011, avec votre compagne, vous faites le pari de créer votre propre agence. Comover naît à Paris, dans un petit bureau de la rue Jacquemont, puis l'agence déménage à Villeurbanne, à Lyon, pour une raison que vous expliquez avec une simplicité touchante. Lorsque l'on crée un business en couple, on sait qu'il est assez compliqué de trouver un job qui nous plaît, tous les deux dans la même ville que l'on va choisir. Donc autant se le créer soi-même. Un bureau dans le même immeuble que l'Asvel, le club de Tony Parker que vous souteniez depuis l'enfance, la boucle avait fait quelque chose de beau. Le premier client de Comover, la NBA, qui vous fait confiance immédiatement, comme elle l'avait fait lors de votre premier stage. Depuis 2012, vous êtes en charge des relations presse, de la stratégie d'influence et du conseil pour NBA Europe en France. Pendant 10 ans, Comover grandit. L'Euro 2016, Roland-Garros avec Mastercard, les 24 heures du Mans, la Coupe du Monde féminine 2019, les NBA London Games et aujourd'hui, 60 collaborateurs, Lyon, Paris, Annecy, Nice, un réseau dans plus de 25 pays, Grand Prix Agence de l'année aux ours de la com en 2024. David, vous avez construit quelque chose qui vous ressemble et quand vous l'avez fait à Lyon, loin des sentiers battus du sport business parisien, quand vous regardez en arrière, quel est le moment où vous vous êtes dit, voilà, c'est exactement pour ça que j'ai tout risqué? C'est une bonne question. Déjà, t'as bien travaillé, bravo. Je sais pas t'écouter avec toutes ces informations-là. Et je sais pas quand j'ai dit certaines choses que tu as dit, mais pourquoi pas. Quand est-ce que je me suis dit que ça valait le coup de tout risquer? Je me le dis tous les jours.
C'est une belle aventure. Moi j'ai 43 ans. Je le vois, plein d'amis qui ont mon âge, qui sont dans la crise de quarantaine, que je vois qui ont des soucis, qui se posent des questions par rapport à leur travail, ce qu'ils font tous les jours et tout. Moi j'ai la chance de me lever et pas l'impression d'aller bosser. En plus j'ai la chance aujourd'hui d'être associé avec 2 de mes meilleurs amis, en plus pour faire tout ça. Donc je pense qu'il faut en profiter au quotidien, et comme je le dis souvent à mes salariés, et à l'équipe, je le disais hier encore lors d'une réunion, c'est que on fait des trucs hyper sérieux pour les plus grands événements du monde, pour les plus grandes marques du monde, mais à la fin de l'année, on n'opère pas des gens à cœur ouvert, voilà, on fait pas. Et donc il faut rester déjà sur sa planète par rapport à tout ça, et se dire en fait que on a de la chance parce qu'on est sur des sujets passionnants. On va bosser sur le Vendée Globe, on va bosser sur les 24 heures du Mans, on va bosser sur différents événements sportifs et autres, et on se retrouve sur ces terrains-là, dans ces coulisses-là. Donc je pense que voilà, il faut à la fois être très sérieux et faire hyper bien notre travail, parce que notre signature c'est la qualité de ce qu'on sort, et en même temps savoir prendre un petit peu du recul et en profiter. Donc je le fais assez régulièrement. Merci pour votre réponse. Et puis il y a le soir du 24 janvier 2020. Accor Hotel Arena, Paris. Pour la première fois en 10 ans, la NBA dispute un match officiel de saison régulière en France. Les Charlotte Hornets contre les Milwaukee Bucks. 10 équipes de la Comover sont mobilisées. Relations presse, relations influenceurs, activation, conseils. 16 ans après votre premier stage sur un tour de streetball NBA organisé autour du jeune Tony Parker. Ce soir-là, vous ne vous retrouvez pas sur le terrain. Vous êtes là, à regarder votre équipe, et vous éprouvez quelque chose que vous n'avez pas anticipé. Je dirais que c'est le meilleur moment de ma carrière, même si je n'étais pas très impliqué sur le terrain. C'est surtout mon équipe qui a mené le projet. La plus grande fierté n'est pas d'avoir réussi, c'est d'avoir vu son équipe réussir. Cette phrase dit tout ce qu'il faut savoir sur l'homme que vous êtes devenu. David, vous avez écrit un jour à l'occasion des 10 ans de Comover, ma plus grande fierté, ne jamais avoir de concession sur ma disponibilité pour les moments importants avec ceux qui comptent. Le basket, l'agence, les gens, au fond, est-ce que tout ça raconte la même histoire pour vous? Je pense qu'on a réussi à construire une entreprise qui a notre image, et que ça se ressent dans les projets qu'on sort, ça se ressent dans les équipes qui travaillent pour nous, dans l'énergie qu'il y a, et derrière sûrement dans les clients qui nous font confiance, et la manière dont on sort dans les projets. C'est pas simple une agence de communication, comme je le dis. On n'a pas d'innovation technologique. Il y a plein de belles agences sur le marché. Nous, on pense qu'on est la meilleure agence. On pense qu'on bosse pour les plus beaux clients du monde. On parlait tout à l'heure des grands événements, mais côté marque, on bosse pour Mastercard depuis 2012, on bosse pour Beats by Dre et Apple depuis 2016, on bosse pour New Era, pour Foot Locker, pour Puma, enfin plein de leaders dans leur secteur. Donc ça nous donne envie de nous dire qu'on n'a rien à envier à personne, et qu'on peut faire du meilleur travail que tout le monde. En revanche, la vérité, c'est qu'il y a plein de belles agences. Donc qu'est-ce qui fait notre différence à nous? Ça va être notre histoire, notre culture, notre ADN, et ce qu'on imprègne, comment on travaille, ce qu'on amène à nos équipes. Moi, je suis convaincu que si les gens ils sont passionnés, que s'ils sont heureux quand ils se lèvent le matin et qu'ils viennent au travail, ils font du meilleur travail. Que si on vient reculant. Et si tu fais du bon travail, nos clients, ils vont être contents du résultat. Normalement, ils vont nous donner plus de confiance, ils vont nous donner des meilleurs projets, et donc notre équipe et nous, on va être encore plus motivés et plus contents de le faire. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui s'installe. Et ça, moi, c'est un peu mon job aujourd'hui de manager de cette équipe et autres, au-delà des projets, au-delà des clients. Enfin, mon équipe, ils savent très bien gérer leur métier et le faire. Ils n'ont pas besoin de moi pour beaucoup de choses. En revanche, installer cette culture et ce cycle positif, c'est ça mon quotidien. Merci. Un gamin de Normandie qui joue au basket et qui a décidé que l'amour du jeu était assez fort pour en faire une vie entière. Un entrepreneur qui a construit une agence à Lyon, loin du bruit, mais au cœur de tout. Et un soir de janvier 2020, dans une salle pleine à craquer à Paris, il a regardé son équipe vivre le meilleur moment de leur carrière, et ça, c'était plus beau que n'importe quel titre. David Drahi, merci d'être avec nous aujourd'hui sur BNPK. Merci beaucoup. Bravo, merci, félicitations. Dernière chronique. T'as pris du plaisir à les faire? Mais totalement, je pense que c'est vraiment un exercice qui est pas évident, et on a progressé. En tout cas, tu nous diras. Je te le dis dès maintenant, c'est une certitude. Mais oui ou non, c'est un réel plaisir, et puis de découvrir aussi les personnes qu'on chronique, c'est aussi un réel plaisir. Donc non, j'ai beaucoup appris cette semaine-là, donc merci. Avec les enquêtes, et puis t'as vu, il a trouvé des choses où tu ne savais même pas que tu les avais dites, mais oublié. Voilà, mais tu les penses toujours. Moi, je les pense toujours. Donc ça va. Je dis beaucoup de conneries normalement. Là, c'était pas mal, c'était pas trop des conneries. Ça permet. On va pouvoir lancer cette discussion une fois que les bases justement ont été posées. Ça montre aussi
l'importance et le chemin parcouru. C'est important justement de revoir ces choses-là. C'est avant tout un trajet qui est long à faire, qui est important de pouvoir avoir cette vision de la vie que tu as eue. La première question est très simple. Est-ce que David Drahi est toujours autant passionné de basket? Oui, absolument. Je joue ce soir en loisir avec des petits vieux comme moi. Donc, et je coach ma fille en U9 dans un petit club à la campagne. Donc oui, je suis toujours autant passionné. Donc le travail n'a pas enlevé la passion, le fait de bercer dedans. Bah non, puis c'est différent, je pense. Il y a des côtés effectivement dans le travail. Moi, je suis moins opérationnel aujourd'hui dans le travail, donc je suis moins au quotidien. Et en fait, on fait du basket, mais c'est 5% de notre activité par rapport au reste. Donc, je suis content quand il y a des projets liés au basket et quand il y a des choses intéressantes. Maintenant, il y a plein d'autres choses qui me passionnent dans ce que l'on fait. Tous nos territoires me passionnent, qu'ils soient dans n'importe quel sport. On découvre des univers. L'année dernière, j'ai fait mon premier UTMB. C'est un univers que je connaissais pas du tout. C'est passionnant. J'ai été sur le Vendée Globe aussi. Je n'y avais jamais été. Donc il y a plein de sujets liés au sport qui sont tout aussi intéressants. Et puis après il y a le côté perso où là je garde ce lien. Le petit David Drahi en Normandie. Toujours petit malheureusement. Non, pas de choses comme ça. Mais le jeune, le tout jeune David Drahi en Normandie a eu en tout cas plein de possibilités. Et finalement, il a choisi la com. Il a choisi en tout cas, le fait de faire briller les autres, les événements, les marques. À quel moment ce déclic a eu lieu? C'est pas facile à dire. Moi, j'ai fait une école de commerce, il y avait des spécialisations globales. En fait, moi, mon intérêt quand j'ai voulu aller en école de commerce, évidemment, j'avais cette vision de dire j'ai envie de travailler dans un univers qui me plaît, dans le sport. Avant tout, j'avais envie de travailler à l'international et j'avais envie de partir étudier à l'international. Et donc une école de commerce, c'est ce qui me proposait ça. Et il se trouve qu'il y avait deux options, une option gestion-finance, qui était pas du tout ce pourquoi j'étais doué et ce qui m'intéressait. Ce qui est pas simple d'ailleurs quand on gère une boîte de cette taille-là et mais bon, on se fait accompagner, on met les bonnes personnes aux bons endroits pour faire ça à sa place, et une partie marketing communication. Et donc voilà, cette partie marketing communication elle m'a beaucoup intéressé pendant mes études, et je pense c'est les stages qui font que on tombe quelque part et on se dit c'est un métier qui m'intéresse et j'ai envie de creuser. Octagone qui arrive assez rapidement avec des contrats relativement fous. Celui de la NBA, on en a parlé dès 2003. Quelle est ta vision justement sur la communication en 2003? On rappelle, c'est une période où il n'y a pas de réseaux sociaux, les téléphones portables arrivent tout juste, on n'est pas encore à l'iPhone qui arrivera 4 ans plus tard. Quelle est, toi, ta vision de la communication à ce moment-là? Les étudiants vont dire, comme me dit mon fils qui a 12 ans, il me dit c'était la préhistoire. Ouais, voilà. C'était vraiment la préhistoire. Donc quand je me souviens on organisait donc ces événements qui sont des tournois participatifs pour la NBA, c'était difficile de toucher les fans et de recruter en fait, parce que il y avait les médias classiques, et puis après en plus dans les clubs de basket, les licenciés et tout, c'était l'enfer. Les emails, c'était la cata, il y avait pas d'email, fallait envoyer des fax, fallait téléphoner et tout ça. Donc c'était le début des blogs qui marchaient beaucoup avec les sites internet, notamment des sites qui existent encore comme Basket Session et autres. Mais effectivement, il y a eu une telle transformation, donc ça me rajeunit pas, ça me fait pas très plaisir, mais j'ai vu Facebook arriver, j'ai vu Twitter arriver, Instagram, maintenant tous les réseaux, tous les médias, tous les moyens de communication qui sont hyper différents, et je pense que on se rend pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a plein d'opportunités, je pense, et dans le métier du sport et de manière générale dans la vie. C'est que finalement on est à un clic, un post, une photo d'une communauté et d'une opportunité, et on l'était pas à l'époque. Donc il y a une grosse transformation par rapport à ça, et beaucoup plus d'opportunités et des opportunités d'aller beaucoup plus vite. Avec justement, comme tu l'as dit, en une publication, la possibilité de toucher énormément de personnes, parfois de se faire un nom dans un milieu, de se faire détruire aussi, ou de se faire détruire. Il y a et le côté positif et le côté négatif qu'il n'y avait pas forcément à l'époque. Oui.
ça change. Je pense aussi, ouais. C'était, oui, il y avait moins de risques, donc on pouvait moins contrôler sa communication que ce qui doit être fait aujourd'hui. Donc, il y a à la fois plus d'opportunités, plus de risques, plus d'acteurs évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant, mais que ça évolue très vite. Hein. Maintenant, il y a plein de sujets liés à l'IA qui sont aussi des opportunités extraordinaires de job là pour les étudiants, pour tout le monde, de choses qui vont se créer. Je pense aussi qu'il y a plein d'opportunités de faire des choses qui sont moins intéressantes dans ce qu'on fait dans le travail. Et tant mieux si on peut se débarrasser de ces tâches-là et de garder notre énergie pour des choses plus créatives sur lesquelles on a de la vraie valeur ajoutée. Je pense qu'on en aura plein et toujours. Donc c'est intéressant de voir tout ça évoluer. Et puis derrière, nous dans notre métier de communicant, c'est aussi à nous à la fois de toujours rester à la page de ce qui arrive et de ce qui va arriver, et en même temps d'avoir des équipes de tout âge, de toute génération, qui nous permettent d'atteindre les objectifs de nos clients. Fin de la préhistoire, on passe 2007, arrivée de Facebook. Qu'est-ce que ça change pour toi qui est dedans, qui découvre un nouveau moyen justement de communiquer rapidement? À la base, Facebook, c'est quand même créé par Mark Zuckerberg pour discuter et avoir un groupe. Maintenant, on a les groupes WhatsApp. Avant, c'est vraiment avoir un groupe de travail à travers Harvard. Ça deviendra Meta et ce qui est de plus grand quasiment au monde en ce moment. Qu'est-ce que toi, ça te change dans ta manière de travailler? C'est les nouveaux médias. Donc c'est un levier de plus pour atteindre ses objectifs et toucher ses cibles pour nous et pour nos clients. Donc intéressant, mais un média qui est effectivement plus accessible, qui va plus vite, qui est maîtrisable d'une certaine manière. Donc pour moi c'est intéressant. Moi je suis assez curieux. Tu y crois directement? Oui. Ok. Ouais. Non, globalement, oui. Tout de suite, on s'est engouffré sur tous ces sujets-là. Et voilà, moi, je suis assez curieux, donc je trouve ça intéressant quand il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles choses à creuser. Donc, je pense que ça fait partie aussi de ce métier dans la communication. Il faut être curieux, il faut aller s'intéresser à des choses. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Mais c'est intéressant quand il y a des nouvelles choses et des nouvelles opportunités qui arrivent sur le marché. On part de Octagone, il y a Community, tu enchaînes, tu te formes. À quel moment tu te dis que finalement ta place c'est tout en haut de l'échelle et que toi aussi tu as envie de créer et d'être à la tête de ton agence de communication? À quel moment ce déclic se fait dans le sens de OK, je suis prêt, je vais pouvoir y aller? Je dirais pas que c'est tout en haut de l'échelle, parce que je pense que l'échelle elle est encore grande. Mais en tout cas, de ton échelle. Ouais, exactement, de ma petite échelle. Moi, je suis issu déjà dans ma famille et celle de ma compagne, donc avec qui j'ai cofondé l'agence. À la base, on n'a pas de parents et salariés, donc déjà tout le monde est à son compte. Donc on savait pas ce que c'était qu'un contrat de travail. Donc on n'avait jamais vu ça avant. Et je pense que c'est plutôt sur ma dernière expérience chez Sport Market. Hein. J'ai appris énormément chez Octagone, évidemment, chez Community. Chez Sport Market, j'ai vu plein de managers différents. Et il y a un moment donné, effectivement, on avait à la fois des choix de vie qu'on avait envie sur lesquels on avait envie d'avancer, et en même temps je commençais à me dire que une partie du travail, et pas tout au début, que je faisais en agence pour les autres, j'avais l'opportunité de le faire pour moi-même, et avec des idées, des projets, des choses qu'on avait en tête, beaucoup qui n'ont pas marché d'ailleurs et d'autres qui ont marché, mais c'est le jeu. Donc c'est à ce moment-là, c'est au bout de 6-7 ans d'expérience où je me suis dit, avant je me suis pas posé la question clairement, mais je me suis dit que c'était possible et qu'on pouvait essayer. Beaucoup se lancent. Beaucoup galèrent, on peut le dire, parce que c'est très compliqué de se lancer. Il faut avoir le réseau, les contacts. Quand on part d'autres agences, on se dit oui, on travaille pour des gens, mais on n'a pas forcément à aller les démarcher. Tu te lances et finalement, comme Noé l'a si bien dit tout à l'heure, tu es suivi directement. T'as la NBA qui te fait confiance. Tu nous l'as dit tout à l'heure, Mastercard arrive très très vite ensuite. Outre le fait que ça doit être une fierté, comment est-ce que tu l'expliques d'être d'un coup d'un seul au départ de cette aventure, soutenu par quasiment les plus grosses enseignes internationales? En fait, on l'a fait à notre manière, c'est que on l'a fait via d'autres agences
Au début, on s'est positionné un peu. Il y avait beaucoup moins de freelancers sur le marché que ce qu'il y a aujourd'hui, où c'est répandu de partout. Et on l'a fait un peu à cette manière-là, à un moment où il y avait très peu d'indépendants. Tout le monde cherchait un contrat de travail. Et en fait, on était plus une team de freelancers au début que une agence. On communiquait pas trop sur Comeover pendant les 2-3 premières années. Et en fait, tous ces clients-là, ils sont arrivés par des agences partenaires, et notamment le réseau que j'avais développé avant. Les premières missions avec la NBA, avec Comeover, c'est via Octagon. Mastercard, c'est via Octagon aussi. On a bossé pour Wasserman, qui maintenant s'appelle The Team. On a bossé pour Community, une de mes anciennes agences, d'autres agences, notamment d'agences à l'international. En fait, dans notre stratégie, au départ, pour aller capter des clients, on a été voir des agences internationales qu'on connaissait, avec qui on avait déjà bossé avant, en se disant on est là maintenant, vous êtes pas en France, on peut être votre bras armé sur la France. Et c'est comme ça qu'on a développé ce réseau, qu'on a eu nos premières références, nos premiers clients, et puis derrière ça a déroulé, et à un moment donné on a réussi à capter nos propres clients par nous-mêmes. Tu lances ton agence, tu es totalement bilingue, ou est-ce que tu y vas en disant je reprends le marché international à ma manière en France et je vois comment je peux faire? Non, je parle correctement anglais. Ouais, après bilingue, c'est un bien grand mot. Mais j'ai fait une année d'études au Pays de Galles, et surtout chez Octagon. C'est une agence internationale. J'étais le bureau de France, mais mes clients, ils étaient en Belgique et en UK. Dans mon bureau, je crois que j'avais 2 Américains, un Anglais, 2 Belges et un Allemand ou un truc comme ça. Donc ça ne parlait pas du tout en français. Donc j'ai passé 3 ans très immergé, à la limite plus immergé dans un bureau à Paris dans la langue anglaise que quand j'étais étudiant ou quand j'étais à l'étranger. Donc j'avais un niveau très correct en anglais. Sur quoi tu te bases en commençant? Pour remettre dans le contexte, on est en 2012. Facebook a 5 ans. 2011. Ouais. 2011. Donc Facebook a 4 ans. Twitter arrive petit à petit. Les réseaux sociaux émergent. On commence là par contre à ne plus avoir de doute et à se dire que c'est des choses très sérieuses qui sont en train de se former. Est-ce que tu pars directement aussi via ce levier-là, ou est-ce que tu restes sur de la communication plus traditionnelle, en tout cas pour débuter et faire tes armes? On faisait beaucoup d'événementiels. Okay. Et c'est toujours notre métier premier. En fait, 40% de notre activité, c'est de l'événementiel aujourd'hui. Donc, il y a moins de sujets. C'est de la communication, mais c'est une autre forme de communication. Donc, il y a moins de sujets liés à ça, même si des événements, faut les promouvoir. Et le social media, comme le média classique, comme plein d'autres techniques, font partie de ces moyens de promouvoir un événement. Mais on a rapidement été très événementiel. Et après, effectivement, on a développé les RP, la partie relations médias, qui très vite est devenue relations médias plus réseaux sociaux. Il y a eu du travail avec les créateurs de contenu. Alors c'est peut-être venu un petit peu plus tard, mais tout de suite, effectivement, le métier de relations médias, d'RP, comme il était dans les années 2000, a changé avec les réseaux sociaux et le digital. Donc rapidement, effectivement, on a été obligé. Et puis on est des dinosaures, mais on a quand même, on était là au départ de ces sujets-là, donc tout de suite, j'avais pas 45 ans ou 50 ans quand c'est arrivé, donc j'étais encore très jeune, donc tout de suite c'est des choses qu'on a saisies dans notre vie de tous les jours de toute façon, donc c'était facile derrière de les transposer dans notre métier en communication. Maintenant qu'on a de la visibilité au final sur les choses, pour toi, quel est le réseau social qui a le plus marqué, en tout cas, lequel a en tout cas le plus changé les choses? Est-ce qu'on est plus sur Facebook? Est-ce qu'on est plus sur Twitter, sur Instagram? Snapchat, dans notre milieu de la communication, de toutes ces choses-là, a été très très répandu à un moment et a beaucoup touché la jeune génération. Il y a eu des réseaux sociaux qui ont eu un peu plus de mal, comme Thread, comme BeReal. Lequel, pour toi, est le plus important? Lequel a fait la plus grosse arrivée? Et voilà, comment est-ce que tu juges ces réseaux sociaux? Je pense que c'est compliqué de répondre parce que c'est une question de génération. Mais toi qui les as tous connus, ouais. Nous, le Facebook, c'était une révolution parce qu'il y avait rien avant. Ouais. Donc c'est sûr que ça va être le truc qui a changé les choses. Après, aujourd'hui, moi dans mon métier, celui qu'on utilise le plus, c'est Instagram.
Pour certaines méthodes de communication, il y a eu un moment où Twitter était très important. Nous on a TikTok comme client, Bien sûr, donc TikTok, qui est un client hyper important pour nous, qui est hyper intéressant et évidemment qui est essentiel pour la génération du moment. Donc moi, celui qui m'a marqué le plus, c'est Facebook parce que ça a changé notre vie et notre manière d'appréhender plein de choses. Maintenant, je pense que il y en a plusieurs qui sont importants, qui ont été importants dans l'histoire, et puis qu'il y en aura d'autres demain. Hein. Il y a un moment donné, même pour les jeunes étudiants d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un moment donné, ceux qui ont 5 ans de moins ou 10 ans de moins, ils diront que TikTok c'est has-been et que ça change, voilà. et que le nouveau réseau, de toute façon, est bien meilleur, Voilà, et qu'ils comprennent pas comment on a pu être. Et puis ils voudront pas aller sur celui de la génération j'en sais rien, des 2000-2005. Des 2000-2005. Tu m'as mis un coup de vieux d'un coup, en une phrase. Oh waouh, ok. Attends, je m'y remets gentiment. Je reprends mes esprits et on y retourne. En parlant de ces réseaux sociaux, ça a amené un nouveau métier. Enfin, de nombreux nouveaux métiers, mais un peu plus que les autres, celui de créateur de contenu, influenceur. Parce qu'il y a eu les deux, ça fait partie. Est-ce que déjà, tiens, regarde, première question, est-ce que déjà, toi, tu mets un grand espace entre créateur de contenu et influenceur, ou pour toi, ça stipule à peu près la même chose et c'est la même définition? Pour moi, c'est un peu la même chose. Après, l'influence peut être différente de l'un à l'autre, et puis la création aussi peut être très différente. Et on va avoir des créateurs de contenu qui sont hyper innovants, qui vont chercher loin, qui font beaucoup de travail, d'autres qui le font moins, mais qui arrivent quand même à créer des communautés de par leur personnalité ou autre chose. Donc non, moi je trouve que c'est un métier qui est top. Je trouve que c'est hyper intéressant, qu'il faut pas décrire loin de là, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière et que c'est des bons exemples. Enfin, il y a beaucoup de bons exemples, tout le monde n'en est pas. D'un point de vue créativité, entrepreneuriat, trouver des solutions par soi-même, se différencier des autres, et qu'il y a beaucoup de qualité derrière tout ça, et que c'est des sujets qui sont intéressants à saisir, et puis que ça fait partie prenante de nos métiers et de nos vies. C'est un métier qui s'est énormément professionnalisé. Quand on regarde, alors il y a en plus, comme on le dit, il y a différents degrés, tout n'est pas forcément bon. Il y a eu le début avec notamment YouTube qu'on n'a pas cité et qui est aussi très présent, avec les vidéastes qui étaient très amateurs, et puis maintenant quand on regarde les productions qu'il y a derrière et qui sont juste affolantes. Si tu dois faire un petit parallèle entre le début de cette influence, création de contenu 2013, 2014, 2015 et maintenant 2026, quels sont pour toi justement les plus grands changements, les évolutions que tu as pu remarquer qui sont majeures dans cette transition? Ouais, je pense que c'est comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus professionnel que ça a pu l'être à un moment donné. Au début, il y avait pas grand-chose, donc il y a plein de créateurs qui se sont faits dans leur chambre avec des choses qui étaient très moyennes, mais qui avaient une personnalité, qui ont fait qu'il y a des gens qui les ont suivis, que ça a été intéressé. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence et tellement de contenu. En fait, aujourd'hui, on est dans une guerre quotidienne de l'attention des gens. Donc, si on n'a pas du bon contenu tout de suite, on aura l'attention de personne. Donc, c'est ça, je pense, principalement qui a évolué, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement d'écrans, tellement de sollicitations, que c'est hyper dur de toucher les gens au bon moment pour leur raconter une histoire. C'est pour ça que moi je suis convaincu que les sujets de passion des gens, que ce soit la musique, que ce soit l'art de vivre et évidemment le sport, sont importants et sont des vrais leviers pour les marques, pour aller raconter des histoires et se rapprocher de leur cible et créer de la proximité avec eux, parce que c'est des moments où on va être attentif à des choses et on est à l'écoute et on a envie d'histoires autour de ça. Donc voilà, c'est ça. Mais moi, tout à l'heure, on parlait un peu de mes études et autres. Enfin, moi, j'étais en école de commerce avec Orelsan. Donc Okay. voilà, donc on joue au basket ensemble avec Aurel. Aurel, il s'est fait par YouTube. En fait, il est sorti sur YouTube, donc ça a créé des opportunités. Ça en crée encore aujourd'hui, mais c'était le cas c'était en 2007-2008, je crois qu'il a percé un peu sur YouTube. Et sans ça, il serait, comme il l'a dit, il serait resté dans son hôtel pied des serviettes peut-être. Donc c'est intéressant. Et donc c'est aussi plein de
plein d'espoir et d'exemples pour des artistes, pour des créateurs de contenu, pour plein de typologies de métiers. Et ça existait pas avant. Je pense que ça existait pas avant les réseaux, avant ces opportunités d'aller en directement communiquer avec une cible finale ou une communauté. Donc c'est cool. Donc ça crée plein d'opportunités. Il y en aura d'autres. C'est un exemple de plus de professionnalisme. Comme tu l'as dit, il s'est créé sur YouTube avec très peu de choses. Et quand on voit finalement le documentaire créé par son frère Clément Cotentin qui sort un chef-d'œuvre d'abnégation d'une personne qui voulait devenir journaliste et qui avait tourné des images un peu bancales dans sa chambre, qui termine en série sur Prime. C'est qui a fait aussi beaucoup de beaux documentaires pour Canal sur le sport. Bien évidemment, ça on est d'accord. Un confrère, un collègue même de la section reportage de Canal+. On est d'accord. Dans ton agence, tu as des profils qui sont sélectionnés. En termes de création, on reste sur le sujet parce que je sais que les étudiants consomment les réseaux sociaux, ont des personnes qui le suivent. Toi, quand tu sélectionnes, quand tu prends quelqu'un qui va faire de la création de contenu pour représenter tes marques, qu'est-ce que tu regardes en premier chez la personne? Est-ce que c'est la manière dont il tourne? Est-ce que c'est plus sa manière de faire? Est-ce que c'est plus ses stats directement? Comment est-ce que tu sélectionnes? Bon, je pense que c'est un tout. L'un va pas sans l'autre. Parfois, on va prendre des créateurs de contenu qui ont des petites communautés ou qui, déjà, ça peut être pour des raisons de budget, mais pas que. Ça peut être parce qu'ils ont une patte spécifique qui va être hyper importante et intéressante pour nos clients. Et parfois, on va aller chercher des plus gros parce qu'on a les moyens d'eux. Mais je pense que voilà, il y a un rapport à faire entre taille de la communauté, message qui passe, style, professionnalisme, plein de choses. Tranche d'âge, audience, évidemment, tout ça. Donc, je pense que voilà, c'est un mix global qu'il faut aller chercher pour travailler avec les bons créateurs au bon endroit. Un créateur énorme peut ne pas être la bonne réponse pour une typologie de client ou un projet. De toute façon, c'est un média. C'est comme les médias classiques à l'époque ou je ne sais quoi. C'est pas parce que voilà, on veut parler d'un truc et c'est pas forcément le 20h de TF1 qui va faire que c'est le bon endroit pour parler de ce truc-là. Et il y a peut-être un média qui est beaucoup plus niche, beaucoup plus petit, mais qui va nous permettre de mieux toucher nos communautés. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, le process quand une marque vient te chercher et te dit on va faire la promotion de ça. Toi, qu'est-ce qui se passe ensuite jusqu'à ce que le contenu sorte? Comment est-ce que tu drives la chose? Alors, idéalement, on aime bien quand les marques ne nous mettent pas en compétition et nous choisissent directement. Ça nous évite de passer du temps gratuitement pour eux. Dans les appels d'offres. Voilà, donc il y a des appels, généralement, ça va être pas avec nos clients, mais avec beaucoup, il y a des appels d'offres par rapport à un projet. Donc, ils ont une problématique, un brief. Soit qu'ils vont nous soumettre, soit ils vont nous parler de leur problématique et nous, on va écrire un brief en fonction de ça et on va faire des allers-retours dessus pour être sûr d'avoir bien compris la demande. Ensuite, on y répond. On l'affine ensemble, on travaille avec le client, on s'écoute, c'est hyper important. On n'est pas là, on est des faiseurs, j'ai envie de dire, mais on n'est pas là uniquement pour dupliquer ce que le client a en tête. S'ils viennent nous chercher, c'est qu'ils pensent qu'on a de la valeur ajoutée et qu'on va challenger leur vision de départ. Mais en même temps, c'est eux qui connaissent le mieux leur boîte et leurs problématiques et leurs produits. Donc il y a un côté immersion aussi de notre côté à qui ils sont et tout ça, et puis de les écouter parce que il y a des enjeux politiques, internes, organisationnels, de timing et autres que nous on ne maîtrise pas forcément. Donc il y a toute cette partie là de préparation. Ensuite on va travailler sur notre recommandation, on va valider un projet. Nous, tu voulais parler avec les créateurs, par exemple. Nous, on va valider aussi potentiellement. En fait, on va faire intervenir. On va se dire, ok, ce projet-là, on peut avoir le bon créateur pour le faire. On va aller travailler avec lui. Parce que en fait, nous c'est pareil, ce qui nous intéresse, c'est pas que le créateur il fasse ce qu'on lui dit. C'est lui qui connaît son audience, c'est lui qui connaît son style et autres. Donc il a besoin de faire partie de ce travail créatif à nos côtés. Donc on va bosser main dans la main avec ces personnes-là et avec le client pour développer le bon programme, le bon projet au bon moment. Et puis une fois qu'on est ok, on part, on produit, on fait ça, on retravaille et puis ça part ensuite. Et puis on croise les doigts pour que ça marche.
Qu'est-ce qui est le plus souvent demandé? Est-ce que à l'heure actuelle, on est plus sur quoi? Des publications, des stories, des suivis? Est-ce qu'il y a pas forcément de règles? Est-ce que il y a quand même quelque chose qui est le plus souvent vendu? Comment ça se déroule à ce niveau-là? Bah, ça change selon les tailles. Et c'est pareil, ça change à la fois selon les un peu les périodes, et puis ça change aussi selon le besoin, en fait. On fait pas la même chose quand on va promouvoir un lancement de produit que quand on veut promouvoir un événement. Est-ce que c'est en amont pour générer du ticketing si on part sur un événement, ou est-ce que c'est ensuite pour raconter une histoire? Donc tout ça va changer, mais ouais, il y a beaucoup de stories, et on fait aussi beaucoup de programmes un peu courts maintenant les gens aiment bien regarder des trucs qui durent quelques minutes aussi, et où on se plonge vraiment et où on raconte une histoire. Donc il y a plein de typologies différentes de contenus sur lesquels on peut aller en fonction du besoin, de ce qu'on veut raconter. Un vrai storytelling. Oui. J'ai besoin de toi maintenant. Oui. Les étudiants consomment beaucoup de réseaux sociaux. Mais au fur et à mesure, je me rends compte qu'ils n'ont pas la valeur de l'argent des réseaux sociaux. Sans trahir de secret sur les commissions, sur les choses, sur combien une agence prend, combien elle reverse aux créateurs. Est-ce que tu peux nous faire un petit prisme de combien coûte un créateur à une marque selon son engagement et son nombre d'abonnés? Je t'explique. On a eu des pitchs toute cette semaine, ouais. Et on a eu des propositions, et dans plein de groupes, c'est pas un cas isolé, où on leur avait donné 50 000 € pour créer un événement. Et dans cet événement, ils nous prennent tous une partie, ça c'est pour la communication, ça c'est pour les réseaux sociaux, et donc on a alloué 10 000 € pour faire venir Inoxtag et je n'ai rien fait. Arrête, c'est pas cool pour eux. Pour eux, c'est pas cool. Mais pour faire venir Inoxtag, Squeezie, GMK et Anime en ce moment. Voilà, on les veut tous, et on se dit que 10 000 € c'est bien. Est-ce que tu peux rétablir la vérité sur combien coûte un influenceur qui va avoir 50 000, 100 000, 500 000, 1 million et 10 millions, à peu près, si on peut avoir ces bases-là? En fait, c'est hyper dur de le définir, parce qu'en fait, c'est comme se dire on va faire une campagne, un plan média, en fait. Oui, faire un bien plan sûr. média, ok, qu'est-ce que c'est? Je vais faire un spot une fois, ou je vais en faire 100 pendant toute l'année? On est d'accord, ça et fait là, partie. c'est pareil. Et de la même manière, et il y a aussi, alors à la limite, dans des médias classiques, ça va être très simple, c'est la minute de pub, elle va coûter tant à tel horaire, et tout ça, elle peut se négocier, tout ça. Le truc avec les créateurs qui est intéressant aussi, et sur lequel il faut travailler, c'est est-ce qu'ils ont une affinité avec ce que tu vas raconter? Avec la marque. On a fait des trucs extraordinaires. On a fait venir Mister V sur un match NFL, ou avant aux États-Unis et autres, mais avec une expérience de fou malade. Où cette année, on avait Elena Situation au Super Bowl. On paye pas, en fait. C'est du RP pur. Voilà, parce que on leur fait vivre un truc qu'ils pensent, alors déjà, qu'ils vont kiffer, et de deux, qui est intéressant pour leur communauté. Maintenant, on va faire une campagne. Je vais citer je sais pas, pour un client, peu importe. L'année dernière, on a travaillé pour Lidl sur le Tour de France féminin, par exemple. On fait venir un créateur. La dynamique, elle est différente. On fait la promotion d'une marque produit. Exactement. Avec lequel on n'a pas forcément plus d'affinité qu'avec une autre. Donc là, on va être sur du 100% paid. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de le dire. Mais c'est sûr que oui, les gros créateurs, c'est plutôt du 6 chiffres que du 5 chiffres. Mais un créateur à 50 000, on peut faire du placement de produit à 0 parce que il aime notre produit, du gifting, et très bien, où il en a besoin, où il trouve l'histoire intéressante et tout ça, où il investit sur cette marque en se disant tiens, je vais faire un truc avec eux parce que ça va m'ouvrir d'autres univers, j'en sais rien, sur le sport nature par exemple. Tiens, je vais travailler avec eux, peut-être que ça va donner, je vais faire du beau contenu, ça va donner à d'autres envie de bosser avec moi et de développer des choses, ou parce que j'ai besoin d'un produit. Et en même temps, un créateur à 50 000, il peut aussi demander 15 000 € pour une OP parce que cette OP-là, c'est ce qu'elle vaut, en fait. Donc, ouais, c'est assez, je réponds pas vraiment à ta question. En tout cas, pas avec des chiffres. Oui, mais si, tu nous as dit déjà ces 6 chiffres, pour, les plus gros. Ils ne se déplacent pas en dessous, hors expérience. Je pense qu'ils refusent,
99% des opportunités qui leur sont offertes. C'est ce qui est quand même relativement dingue. Oui. Si on reste sur sur des choses qui ont existé et qui parlent aux étudiants, on va, tu sais quoi, rester sur Inoxtag tant qu'on l'a sous la main. Quand on regarde ce qui est sorti récemment et qui a cassé les réseaux sociaux fut un temps avec Kaizen, quand il sort Kaizen, quel est toi ton regard sur sur cette vidéo, non, sur cette expérience? Il fait quelque chose pour les réseaux sociaux, de la pure création de contenu, mais avec beaucoup de marques qui le suivent derrière. Comment est-ce que toi tu regardes ça? Ouais, moi je trouve ça extraordinaire. Il pousse des limites, il donne de l'espoir aux gens, il montre que voilà qu'il arrive à créer un truc alors qu'il s'est dépassé dans son univers. Donc je trouve ça hyper cool. Et puis évidemment c'est hyper bien produit et c'est un beau contenu. Ça engage toute une génération. Je pense que c'est un des beaux messages porteurs d'espoir et tout ça. Maintenant oui, il y a des marques derrière. Évidemment, faut qu'ils le fassent financer. Maintenant, quand on fait une série télé ou un film au cinéma, il y a des marques derrière parce qu'il faut le faire financer d'une autre manière où les gens payent pour avoir accès à ce programme-là. Donc c'est le jeu, hein. C'est l'économie de marché, on va dire. C'est le monde dans lequel on vit. Donc très bien. Et puis je pense qu'il le fait aussi plutôt bien parce qu'ils sont très professionnels. Sinon, si c'était une pub pendant 1h30, les gens ne regarderaient pas et n'auraient pas envie. Donc ils le font de manière intelligente et puis c'est comme ça, c'est nécessaire et il faut bien se faire financer, il faut bien vivre, il faut bien travailler comme tout le monde. Ah, ça, on est bien d'accord et ils travaillent de fort belle manière pour sortir des projets de la sorte. On quitte un peu cette influence, cette création de contenu et on repasse sur les autres missions que tu peux avoir au sein de l'agence, comme tu l'as dit, des choses plus événementielles, des activations sur des soirées, sur des voyages de presse, sur des choses que tu peux organiser. Quel est toi ton rôle pour justement une marque? Tu nous as cité tout à l'heure travailler pour les 24 heures du Mans, travailler pour Roland Garros. Quel est toi ton rôle et comment est-ce que tu mets en œuvre la connexion entre ces grands événements et les marques avec lesquelles tu travailles? Moi David Drahi ou moi mon agence? Toi ton agence, toi David Drahi, toi les meilleurs exemples que tu peux et en tout cas les plus simples pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, ce que j'allais dire, moi mon rôle je fais pas grand chose, c'est plutôt les autres qui moi le j'ai font arrêté. maintenant. Moi vous savez j'ai créé la chose, maintenant j'arrive non au mais matin. je veux dire sur les projets c'est plutôt mon équipe qui les porte et qui les porte bien, donc c'est eux qu'il faut qui sont les personnes qui travaillent réellement. Moi j'essaye de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils fassent bien leur travail. Nous notre rôle il va être avant tout c'est un rôle le préalable, c'est un rôle de conseil. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a aucun monde où nos clients viennent nous voir pour nous dire ce qu'on doit faire. Ils viennent nous voir parce que on est légitime, parce qu'on bosse pour les meilleurs du monde, parce qu'on a créé plein de choses et ils attendent de nous qu'on les conseille et qu'on travaille avec eux là-dessus. Donc c'est la base du truc, c'est qu'est-ce qu'on crée ensemble et qu'est-ce qu'on va raconter et comment on va le faire. Et ça c'est un co-travail et ça je le dis souvent et c'est important pour nos clients, qu'ils soient annonceurs, qu'ils soient détenteurs de droits et autres, de ne pas prendre les agences comme uniquement opérationnelles et services, mais d'aller chercher des gens qui vont vous challenger et vous aider à sortir quelque chose de mieux. Donc ça c'est la première base. Et puis après, selon le métier, il y a tout un process de suivi de projet, d'organisation d'événements quand on parle d'un événement, de repérage de lieux, de repérage des meilleurs prestataires, de matière, ensuite de tous les leviers de comment on va faire connaître notre événement, que ce soit avec des RP, que ce soit avec du social media, que ce soit avec des plans médias, de l'influence et autres, de comment l'événement va vivre, de comment l'événement va vivre en physique, de comment il va vivre en digital, de comment on va attirer le bon public au bon moment, les invités. Donc donc il y a toujours nous on est une agence où en fait on se positionne comme une agence 360. Donc ça veut dire qu'on a toute cette partie conseil stratégique, tout ça. Ensuite on a la partie qu'on appelle campagne, donc direction artistique, digital et social, relations médias, brand content et la partie événementielle. Donc on est sur la chaîne de A à Z. Donc il y a plein de personnes qui vont intervenir tout au long du process. Soit on est sur un seul de nos métiers, on fait une OP. On fait une OP
on a besoin de, je sais pas, on fait une plateforme de marque, c'est de la direction artistique, mais il y a de la gestion de projet, du suivi à côté, tout ça. Soit on va être sur des OP plus globales, où il y a tous nos métiers qui vont être impliqués, et donc généralement on a des personnes qui peuvent être directeurs des clientèles ou chefs de projet qui vont suivre le projet de A à Z et l'emmener du début à la fin, et qui vont venir chercher le créa au bon moment, la personne du social media au bon moment, la personne d'RP, la personne de l'event au bon moment, pour les faire intervenir sur le projet jusqu'à sa livraison et jusqu'à derrière le débrief au client. Si on reprend ce qui a été dit tout à l'heure, et par exemple une soirée du 24 janvier 2020, avec l'arrivée de la NBA à Paris, quel est le rôle de l'agence sur une soirée comme ça, avec au final un partenaire avec lequel tu es depuis longtemps, un client, mais voilà, je considère partenaire parce que vous travaillez ensemble, on est dans le milieu du sport et qui travaille main dans la main, vise dans la même direction. Et en l'occurrence, toi, quel est le rôle de l'agence sur une soirée comme ça? Tu mets toutes tes équipes dessus, tu dis que vous êtes une agence 360, voilà, ça fait beaucoup de choses à faire. Sur quoi est-ce que vous êtes concentré? Ça dépend du besoin client et sur quoi il vient nous chercher et nous missionner. Il peut choisir de nous missionner uniquement sur un de nos métiers et un besoin, soit sur plusieurs. Sur les matchs NBA dont tu parles, en l'occurrence, déjà on en a fait beaucoup, parce qu'il y en a eu 4 ou 5 depuis, et à chaque fois on a eu des missions qui étaient différentes. Et en plus, on travaille pour la NBA, mais on travaille aussi pour beaucoup de partenaires ou de marques qui activent autour. On travaille pour Puma, par exemple, sur tout leur univers basket. Donc sur le dernier match qu'il y a eu à Paris, il y avait un de leurs ambassadeurs phares qui s'appelle Tyrese Haliburton des Indiana Pacers, donc on a fait beaucoup de choses avec lui. On travaille pour New Era, qui est licencié NBA. On travaille pour Foot Locker, les casquettes et les produits aussi. On travaille pour Foot Locker, qui est partenaire aussi. Donc ça va varier. Donc généralement, il y a une partie alors il y a le côté relations médias qui s'opère bien en amont, parce que il y a l'annonce. Et il y a ensuite toutes les prises de parole qui vont être liées à la billetterie, aux partenaires du match, aux activations qui vont avoir lieu autour et tout ça. Et puis il y a le jour J avec les invitations, la gestion des espaces médias, des plus de 300 journalistes qui viennent de plus de 100 pays différents. On le gère avec les équipes de la NBA. Oui, bien sûr. Du bureau de New York et du bureau de Londres européen. Donc il y a cette partie-là. À côté de ça, on a pu opérer ce qu'ils appellent leur NBA House, qui est le lieu de regroupement des fans pendant la semaine de l'événement. Donc là, il y a aussi tout un travail en amont de trouver le bon lieu, trouver le bon concept, se dire qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, comment on va communiquer sur cette NBA House, comment on va intégrer les partenaires privés, institutionnels, médias, quels athlètes, légendes ou joueurs actuels on va avoir et comment on fait vivre tout ça. Donc il y a le gros travail en amont de prod, d'idées, de prod, tout ça. Et ensuite il y a la semaine de l'événement où là il y a le staff sur place qui bosse et qui fait en sorte que cette NBA House, on a pu organiser leur VIP party post-match. Donc pareil, quel lieu, quelle liste d'invités, quelle thématique, tout ça. Et puis pour les partenaires, Foot Locker, on fait des activations dans les magasins, on fait venir des créateurs de contenu aussi sur le terrain. Donc on a combien de places, quelles sont les places, à qui on veut parler, c'est quoi la campagne du moment, pour quel produit on va pousser. Il y a telle et telle équipe qui joue, on va avoir tel joueur. Quand est-ce qu'on va le faire venir, comment on va le faire savoir. Donc voilà, Puma, on a pu créer des mini Puma House aussi dans Paris à ce moment-là, autour des matchs. Pareil, à faire venir des athlètes, à faire venir, on fait des conférences, on fait des jeux concours avec des fans, on fait du média classique. Donc c'est très varié, beaucoup d'équipes différentes qui travaillent sur des comptes différents. Sur une semaine comme des matchs NBA, t'as combien de personnes qui sont sur le pont? Ça peut être 20. Hein. Ah ouais. Donc tout le monde est au diapason pour rendre la meilleure copie, histoire de pouvoir satisfaire des partenaires tels que la NBA. Ouais, où il y a des événements en dehors de ça, comme l'UTMB, j'en parlais, où on était, ou le Vendée Globe. L'année dernière, on a eu l'arrivée du Vendée Globe aussi, les arrivées du Vendée Globe, où on avait 11 personnes, je crois, le jour du départ, et ensuite sur les grosses arrivées, l'UTMB
l'UTMB sur lequel on est très présent. On avait 8 clients l'année dernière sur l'UTMB. Okay. Donc pareil, une dizaine de personnes qui bossent sur le. Donc voilà, on a des temps forts comme celui-là et d'autres où il y a moins de monde qui bosse. Ouais, ça fait partie et tout va dépendre aussi de la structure qui vient te démarcher. Parmi les structures et les enseignes, les marques qui t'ont démarché, je te rappelle que nous sommes dans Behind the Game, donc nous sommes un peu obligés de parler des Jeux Olympiques. Comment est-ce que toi tu les as vécus? Pour qui as-tu travaillé, avec qui tu as collaboré durant cet été plein de magie sur la capitale? Écoute, c'était vraiment une super expérience. On a hâte des prochains et de Alpes Françaises 2030 parce que nous, on est basé à Lyon. On a notre cœur en Auvergne-Rhône-Alpes. Notre siège social est là-bas, même si la plupart de notre équipe est à Paris. Donc, on est déjà mobilisé avec une grosse envie de travailler sur ces sujets. On a déjà commencé, mais Paris 2024, c'était une expérience effectivement incroyable. Avoir les Jeux Olympiques dans son pays, avoir Paris comme ça, Paris qui a un musée à ciel ouvert qui est magnifique. Il a fait beau, bon, sauf pendant la cérémonie d'ouverture, mais il a fait beau pendant toute la durée. Et c'était incroyable, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc pour l'équipe, c'était une expérience extraordinaire. On a eu plein d'accès en plus pour faire plein de choses, à la fois en perso et en pro. Et donc on a travaillé pour pas mal de clients. On a travaillé pour Westfield, qui était fournisseur officiel, donc c'est les centres commerciaux, sur du contrat qui quelques mois, années au préalable dès 2023, des Jeux Olympiques, de qu'est-ce qu'on met dans le contrat, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut faire, des activations dans les centres commerciaux, des campagnes, une stratégie d'ambassadeur aussi, avec des Mathias Dandois et d'autres, de l'influence, plein de sujets. Donc ça, c'était un très beau sujet et un très beau compte à la fois sur tout le territoire dans les Westfield. On a travaillé pour Puma, donc toute leur campagne des mois avant où on a eu donc on a du staff qui a eu la chance, en fait on avait privatisé une île en Jamaïque parce que Puma est l'équipementier de la Jamaïque et la marque, mais puis bon c'est les coureurs les sprinters, donc en fait pour faire toute l'annonce d'un dispositif qui allait être autour des Jeux et de la campagne, en fait, on avait privatisé une île en Jamaïque qu'on avait appelée Puma Island et on avait fait venir des médias et des créateurs de contenu du monde entier là-bas pour rencontrer Usain Bolt et l'équipe de Jamaïque et tout, donc incroyable, en février, juste avant les JO. Et ensuite, on a fait un événement en mars-avril avant les JO pour faire découvrir. Ils avaient 17 ou 18 fédérations qui portaient les produits. Donc avec plein de stars mondiales du sport qui étaient là pour faire découvrir les tenues de ces 17 fédérations. Et ensuite, on avait la Puma House qui vivait pendant tous les Jeux Olympiques à destinée avec les athlètes, beaucoup d'athlètes qui restaient dedans parce que c'était un hôtel avec leur famille. Et puis voilà, créateurs de contenu, clients business, on va dire, distributeurs, personnes de chez Puma au niveau international. Et donc on a fait vivre cette Puma House pendant toute la durée des Jeux. C'était assez magique et notamment il y a eu le soir où Mondo a battu, comme il fait toutes les 2 semaines, a gagné une médaille d'or et a battu le record du monde, Mondo Duplantis, donc qui est la star athlète Puma, et lui restait et donc il est rentré à l'hôtel à minuit, 1 heure après tout ça, et il a voulu faire la fête. Et donc moi j'y étais pas, mais une partie du staff qui a fait la fête avec lui jusqu'à 6h du mat. L'hôtel, le bar de l'hôtel, tout était fermé et il a voulu, et puis ils ont fait la fête à la piscine et autres dans l'hôtel. Donc incroyable avec Puma sur ces Jeux Olympiques là. On avait qui d'autre? On avait Intel. Oui. Donc partenaire mondial, et donc on travaillait pour Intel France. On a créé une team d'ambassadeurs et on a fait beaucoup de contenu, de vidéos et autres avec ces ambassadeurs là. On a travaillé avec Gerflor, c'est les sols sportifs notamment, donc qui sont partenaires des JO depuis 1987 je crois, et donc qui faisaient les sols de handball, volley, basket, exactement. Donc on a fait beaucoup de choses avec eux. C'est des belles histoires à raconter parce que c'est une boîte française, donc ça marche très bien dans les médias, ce storytelling, d'être un gros partenaire des JO depuis des années, d'avoir les JO dans son pays et d'être là. On a travaillé pour Autobox sur les Paralympiques, qui est en fait c'est les produits pour les athlètes para, pour les prothèses et tout ça. Et donc belle histoire aussi. Donc c'était assez sympa de bosser sur ce sujet-là parce que c'est des belles histoires à raconter et à valoriser ce côté paralympique.
Et puis j'ai dû en oublier, mais ça en fait déjà quelques-uns. Ça fait déjà un bel été, qui avait commencé 1 an auparavant avec toutes ces activations, mais un bel été, forcément ça laisse rêveur pour la suite avec Alpes 2030 qui arrive. Petite envie de Los Angeles 28 quand même. Ouais, on verra si on a des sujets liés à ça, ce qui est tout à fait possible. Je pense qu'il y aura des campagnes qui vont s'opérer ici. Déjà, il y a la Coupe du Monde de foot. Là, on a quelques sujets de campagne en France autour de la Coupe du Monde de foot, Los Angeles 2028. Je pense qu'on aura des sujets liés à ça. Et puis le retour à la maison. Exactement. Mais déjà, on bosse déjà dessus pour le comité d'organisation, pour des partenaires qui n'y sont pas encore, mais qui se posent les questions d'y aller. Donc, on est déjà dans les starting blocks, et le fait que on ait beaucoup bossé sur les Jeux Olympiques, qu'on ait encore une fois ce maillage territorial, parce qu'on on est à Lyon, on est à Nice aussi, et cette historique avec cette région-là. Les Jeux à la maison, quoi. Voilà, on bosse pas mal, comme je le disais tout à l'heure, on a 8 ou 9 clients qui travaillent, qui sont sur l'UTMB, qui sont des partenaires, donc c'est des univers qu'on connaît, qu'on maîtrise, donc naturellement on est sollicité, on va continuer d'être sollicité, donc ça va durer les 4 prochaines années, tant mieux. Ça commence à toucher à la fin. Pourtant, c'est un plaisir de discuter avec toi. On parle vrai, on parle des choses concrètes que les étudiants pourront, je l'espère, pour eux vivre dans quelques années, et avoir ce côté entrepreneur que tu as eu de te lancer et d'en être arrivé là. Déjà, félicitations pour tout ça. En 15 ans de société. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit j'ai pas l'impression de me lever pour aller travailler le matin. J'ai la chance j'ai quand même envie de rester dans mon lit, mais ça c'est tout le monde. Alors là, présente-moi une personne qui n'a pas parfois cette volonté. Mais en 15 ans, tu as vécu énormément de choses. Tu nous as parlé de cette île de Puma, tu nous as parlé des matchs NBA, tu nous as parlé des activations Mastercard avec beaucoup d'autres choses. À quel moment, même si ça a dû t'arriver plusieurs fois, mais ça te laisse donc plusieurs possibilités. À quel moment tu t'es dit oh wow, ok, là j'ai pas l'impression de travailler en tout cas dans toute ma vie, mais là je suis chanceux. Là j'ai la chance de vivre ce moment-là. À quel moment tu t'es dit ok, là c'est simplement j'ai fait tout ça au final peut-être pour en arriver là et vivre ces moments-là. Il y en a plein. C'est ce que je t'ai dit. Il y en a plein. Moi, je suis de génération des années 90, donc en plus de basket, donc moi, c'était Michael Jordan, ma génération. Donc le premier match NBA à Paris, il y a Michael Jordan qui est en conférence de presse. Et donc c'est un moment qui est incroyable. Tu es là, t'es à 4 mètres de Michael Jordan qui fait sa conférence de presse. C'est lunaire, c'est fou de vivre ça et de se dire là tu travailles plus, là tu regardes et puis juste tu profites pendant quelques minutes. J'ai fait des trucs comme avec Mastercard, vu que j'avais tous les accès à Roland Garros, où il y avait Serena Williams qui s'entraînait sur le central. J'étais tout seul dans le stade et je me suis assis pendant 5-10 minutes. J'ai regardé Serena Williams s'entraîner pendant 5-10 minutes. J'ai fait, et puis maintenant la chance que j'ai, c'est que de bosser dans cette industrie pendant si longtemps, j'ai forcément des accès, des invitations ou via les clients et autres, et maintenant je le partage avec mes enfants. Donc mon fils, sur mes stories Instagram, mes potes ils hallucinent de mon fils, il a 12 ans, il a vécu des trucs que eux ne vivront jamais dans sa vie, quoi. Donc il est tout le temps sur des trucs. Là on a fait le tournoi destination, là, le France-Angleterre il y a pas longtemps. Là, on va à Old Trafford dans une semaine. Enfin, c'est donc vivre ça avec eux, avec mes enfants, et leur faire partager cette passion-là, c'est encore plus. Il aime Manchester. Non, mais moi j'étais fan de Manchester United quand j'étais petit, de génération Cantona, Beckham, Giggs et tout. Donc je vais lui faire vivre mon truc. Tu lui transmets la passion petit à petit. Non, je vais pas te dire qu'il aime au foot parce que je suis pas très content, mais bon, il est né là-bas, donc je peux rien faire. Je vais te dire que je ne préfère pas l'entendre. Alors dans ces cas-là, David, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les 5-10 prochaines années pour toi ainsi que pour Comeover que tu as créé? Déjà là on part sur un nouveau cycle parce que le 17 avril on va annoncer Comeover, on va annoncer une nouvelle plateforme de marque et un nouveau nom d'agence après 15 ans. Donc on va se transformer et se moderniser et s'élever. Donc on part sur de Comeover. C'est fin de Comeover. La société continue, mais il y aura un nouveau nom, il y aura un nouvel univers de marque. Donc déjà on est hyper excités. On l'a présenté hier à nos salariés pour la première fois. Donc ça a eu beaucoup de retours positifs. Donc on a envie que ça se passe bien et que ça nous aide à passer au niveau supérieur et à s'élever.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? De continuer de faire des projets qui sont cool, de continuer de bosser pour les meilleurs événements et les meilleures marques, de faire une belle Olympiade avec Alpes Françaises 2030 et puis après d'être heureux. Ouais, c'est sans doute le principal et ce que tout le monde recherche, mais ça montre déjà beaucoup sur ce que tu souhaites faire et sur la lancée. Voilà, t'es lancé, t'as trouvé ce que tu aimais et il y a plus qu'à, et c'est ce que encore une fois, je souhaite aux étudiants de trouver cette voie, de trouver ce qu'ils aiment faire, là où ils ont les appétences pour arriver un jour comme tu l'as fait et se dire ok, là je ne travaille plus, simplement je profite, et c'est mon travail qui m'a permis d'accéder à ce moment-là et à cet endroit-là. David, un grand merci de nous avoir rendu visite à la Sports Management School pendant cette semaine Behind the Game dans les podcasts L'After du Sport. Un grand merci d'avoir suivi ce podcast, un de plus dans cette grande semaine. On n'a pas encore terminé. Il y en reste d'autres qui vont arriver. N'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux. Là, s'il y a bien un podcast dans lequel je dois le dire, c'est celui-là. N'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux. Les étudiants s'efforcent et comment dire, ils sont contents de vous proposer le contenu qu'ils créent jour par jour au quotidien dans les salles et surtout avec les invités qui sont reçus ici dans ces beaux locaux. Prenez soin de vous. Encore un grand merci David. Et on se retrouve très très vite. Bye bye.